Cher Victor Stoïkica, merci de l'aimable invitation que vous me faites d'intervenir dans le cadre d'un si passionnant cours que le vôtre. Je remercie également les organisateurs du Collège de France qui le rendent possible. Mesdames et messieurs, merci de l'intérêt que vous portez à cette présentation. Permettez-moi de m'introduire dans ce cours par la petite porte, celle des anecdotes sur la vie des artistes. Si nous sommes de mieux en mieux renseignés sur le séjour de Gentile Bellini à Istanbul, circa 1479-1481, les raisons de son retour inopiné à Venise demeurent obscures. Selon certains, Bellini était tout simplement arrivé au terme de sa mission. Il avait comblé les attentes d'un sultan assoiffé d'images, allant, selon d'autres, jusqu'à peindre des images licencieuses pour le sérail de Mehmet II. Giovanni Maria Angiolello, natif de Vicenza, prisonnier de Negroponte, contemporain à la cour du sultan, raconte dans son Historia Turchesca: le dit Gentile exécuta plusieurs tableaux et beaucoup d'images belles et luxurieuses, cose di lussuria, que le sultan garda dans le sérail en grande quantité. Giorgio Vasari est parmi les premiers à entrevoir le danger d'idolâtrie que cette fécondité visuelle présageait aux yeux des musulmans. Il suppose que si la loi n'avait interdit aux Turcs l'exercice de cet art, jamais l'empereur n'aurait permis le départ de Gentile. Mais par crainte de susciter le mécontentement, ou pour une autre raison, per dubio che non si mormorasse o per altro, il le fit venir un jour, le remercia d'abord de ses services et ensuite l'accabla d'éloges. Il faut attendre les Maraviglie dell'arte 1648 de Carlo Ridolfi pour que cette autre raison devienne explicite. En vérité, ou plutôt en mensonge, les choses se seraient passées différemment. Mehmet aurait demandé à Bellini un certain tableau que le peintre aurait été incapable de faire de manière satisfaisante. Il fit encore d'autres peintures, et en particulier la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plateau, qui, comme prophète, est vénéré par les Turcs, et le montrant au roi selon l'usage, celui-ci indiqua néanmoins une erreur, que le cou dépassait trop de la tête, et comme Gentile est resté surpris, pour lui montrer l'effet naturel, il naturale effetto, fit venir un esclave et lui fit couper la tête, lui montrant comment, séparé du buste, le cou se rétractait effectivement. Gentile, alarmé par cette barbarie, essaya de toutes les manières de démissionner bientôt, craignant qu'une pareille blague, simile scherzo, pourrait lui arriver un jour. L'histoire est fausse, mais séduisante. Fausse puisqu'on n'y retrouve aucune trace écrite chez les ambassadeurs, voyageurs ou chroniqueurs à l'époque de Mehmet. Fausse également puisqu'on ne retrouve aucune trace de ce prétendu tableau. Raison de plus de déplorer la ferveur iconoclaste de son fils Bayazid II, qui, rigoriste, abhorrant les images, aurait vendu les tableaux de son père au bazar. Séduisant néanmoins par la construction d'un discours esthétique sur le pouvoir des images. Vasari insiste en premier sur la stupeur du sultan qui n'arrivait pas à croire qu'un mortel puisse se rapprocher de la divinité au point de pouvoir représenter les choses de la nature avec autant de vie. Pour Ridolfi, les peintures de Bellini, je cite, furent vues par les Turcs comme des choses miraculeuses, leur paraissant impossible qu'autant de vertus soit donné à un homme de changer l'étoile en figure animée. Le mot virtu, employé par Ridolfi, terme complexe, difficilement traduisible, voulant dire à la fois don, talent, vertu, qualité morale, puissance, nous emporte dans la dimension magique propre aux démiurges capables d'animer l'inanimé, cangiare le tele inspiranti figure. Comme Victor Stoïkica l'a justement remarqué,
Le récit vassarien, relayé plus tard par le récit ridolfien, met l'accent sur la réaction que l'art italien du portrait aurait pu éveiller chez un spectateur ottoman peu averti des ruses de la mimésis. L'irruption de cette tête coupée dans le récit ridolfien met en défaut l'omniscience de l'homme occidental. Mehmet réplique à la magie occidentale par une mauvaise plaisanterie, scherzo. Sa leçon d'anatomie et de peinture est en même temps un tour de passe-passe qui déplace l'enjeu de l'histoire de l'esthétique au politique. La péjoration du sultan est explicite. Elle exploite notre mépris mêlé à la crainte vis-à-vis de l'homme oriental, disposant de la vie de ses sujets. Mehmet reste ici un despotes, littéralement possesseur d'esclaves. Cependant, aussi cruel que cela puisse paraître, il se peut que le sultan ne décapite pas son esclave par caprice. Il sacrifie tout simplement une vie pour gagner une bataille idéologique. S'il arrive d'un seul geste à couper le cou et le souffle du peintre, il n'opère pas moins un divide et impera porté à son comble. Le renversement du paradigme radical, au-delà de son piquant, l'anecdote prolonge un conflit armé de longue date sur le terrain instable et mouvant de l'image. Il s'agit d'une psychomachie picturale entre le méchant et le gentile qui parlent tous les deux peinture. C'est un dialogue contradictoire entre les acta et les verba, entre celui qui fait de la peinture et celui qui la commet. C'est un débat à couteau tiré autour de la mimésis. L'Orient, de oriens, orienté, montre à l'Occident comment oxyre. Si la décapitation est une arme terrible, le scherzo, la blague, est ce qu'on appelle un soft weapon. Mi-politique, mi-esthétique, l'anecdote de Ridolfi porte sur l'intimidation en tant qu'arme visuelle et visible, faisant partie de l'arsenal belliqueux des grands de ce monde. Intimider, c'est semer la graine de la défaite dans l'esprit de l'adversaire, ébranlé par la peur. Méduser et europée, selon l'étymologie expliquée dans votre leçon inaugurale, celle qui a des grands yeux, reviendrait donc à l'abattre avec ses propres armes, lui renvoyer au visage, dans ses yeux écarquillés, ses charmes et ses enchantements. Toute guerre, nous le savons, se gagne d'abord par les yeux. De cette guerre sourde, camouflée sous la forme d'une disputatio, Bellini ne pouvait que sortir vaincu. Ayant perdu la face, mais pas la tête, le peintre quitte un Orient cynique et vengeur, un Orient du ressentiment. Les Maraviglie dell'arte ne méritent donc pas le jugement sévère d'un Julius von Schlosser vis-à-vis d'un ouvrage écrit dans un style négligé, empoulé, bourré d'anecdotes. C'est précisément cette anecdote, du grec anekdotos, non imprimée encore, non publiée, qui nous importe ici. De quelle façon elle s'imprime dans la mentalité collective? Comment se grave-t-elle dans la conscience des historiens? Constitue-t-elle peut-être le point de liaison indéfectible? Les Anglais font cette distinction entre story and history. Peut-être que cette anecdote nous aide à relativiser le concept de vérité historique en tant qu'acte foncièrement littéraire et donc assujetti aux aléas du temps, de la mentalité et de la personnalité du narrateur. En 1834, en septembre 1834, à la Pinacoteca di Brera, à Milan, le peintre Francesco Hayez expose un tableau qui reprend mot pour mot le récit de Ridolfi. Le tableau de petite dimension lui a été commandé par Giacomo Treves di Bonfili, banquier de Venise. En peintre romantique, Hayez réplique au réel recherché avidement par Mehmet par un effet de réel, fait de détails superflus et décorations inutiles, de façon à atteindre ce luxe narratif dont parle Roland Barthes dans son célèbre article. À la recherche de cet effet,
Hayez, n'ayant jamais visité la Turquie, a dû piocher à gauche et à droite. Le spectateur du tableau ne sait pas très bien dans quel espace il se trouve. Mi-oriental, mi-vénitien, l'antre est bâti selon toutes les imprécisions d'un peintre d'histoire tel qu'on l'entendait au XIXe siècle. C'est un amas de souvenirs d'antiquaires, mémoire livresque et passion nationale. Rideaux, voiles, tapis et étoffes viennent adoucir le supplice à venir. C'est l'Orient de la torpeur, celui de Mille et une nuits, récit de la coupe et de la césure et de l'enchâssement des histoires. Soporifique, l'Orient de Hayez est aussi celui de Galon. Les maravilles de Ridolfi nous sont ici contées, non pas racontées. Je n'insisterai pas ici sur les emprunts évidents et flagrants que Hayez fait à un Horace Vernet ou un Delacroix, dont il s'inspire nonchalamment tout le long de sa carrière. Je pense ici, bien sûr, à la mort de Sardanapale, mais aussi à la décapitation du doge Marino Faliero, sujet abordé par les deux peintres à 40 ans de distance. Je n'insisterai pas non plus sur la culture du mélodrame codifié dans les Lezioni di declamazione d'Antonio Mororeschi, 1832, et dans le Prontuario delle pose sceniche d'Alemanno Morelli. Il s'agit de manuels de citation extra-pictoriales qui offraient aux peintres de l'époque une pléthore de gestes en phase, de conseils d'intonation et un inventaire scrupuleux des physionomies scéniques sans lesquelles la création de Hayez est inimaginable. Ces citations dramatiques sont flagrantes dans le tableau. Ainsi, l'ambassadeur vénitien introduit Bellini au sultan tout en invitant le peintre à entrer non pas à la cour orientale, mais dans l'étrange école de la justice expéditive. À droite, un vieux turc, les mains dans le dos, regarde curieux, par-dessus l'épaule de Bellini, la Maraviglia peinte. Un eunuque avance plein de révérence vers le sultan avec le yatagan sur un plateau. Son corps prostré bloque le champ visuel d'un janissaire qui partage avec le sultan la même pose décontractée. À gauche, par des gestes empressés, un vizir cherche à suspendre toute action avant la volonté du sultan. Comme pour indiquer autour de quel centre cet univers narcotique gravite, Mehmet occupe tel un Sardanapale, le milieu du tableau. Il jouit du meilleur angle de vue pour contempler et critiquer le tableau qui lui est présenté. Son corps laiteux et mou, vautré sur le divan, trahit la nonchalance avec laquelle on peut passer de la sieste au trépas. L'art du mauvais gouvernement est un art décomplexé. Le tableau de Bellini se trouve du côté gauche, la sinistra, celle du mensonge et de la trahison et de la non-vérité. Le pollice droit indique le malheureux esclave pour lequel le sultan ne daigne même pas un dernier regard. L'esclave, lui, ne pose pas, il est mis en pose. Du côté des femmes, présence émotive au milieu d'un spectacle atroce, deux en particulier lèvent les yeux vers l'Orient qui leur arrive. On ne saura comment interpréter l'attitude de celle qui ressemble à la sultane, lamentation sur le triste sort de l'esclave ou émerveillement face à un Bellini inexplicablement jeune. Quand il était à Constantinople, il avait environ 50 ans. L'anecdote de l'esclave décapité, telle qu'elle est racontée plus tard en France, est d'une toute autre facture. Dans le savoureux recueil La Rapinéide ou l'Atelier, 1870, l'histoire de Jean Bellin raconte à sa façon la mésaventure de Bellini, peintre simplet et inattentif, qui ne comprend pas la leçon du sultan. Ce dernier doit s'y prendre par 3 fois pour expliquer à Bellini à quoi ressemble une vraie décapitation. Le sultan fait montre d'une improbable dextérité. Sublime porte, avec son cimeterre, tranche un esclave à l'air d'une main si légère. D'un coup si fin que rien n'a bougé. « Ah !» dit Bellin en riant, « va, farceur enragé. Ce n'était qu'une frime, une bonne surprise.
Tu crois ça, dit Sublime. Eh bien, donne une prise. Jean offre le tabac, l'esclave a reniflé, la tête éternuant, roule sur le pavé. L'histoire se termine mal pour Gentile, qui finira par perdre sa propre tête tout aussi adroitement comme décrit tout à l'heure. La confusion Orient-Occident est ici poussée au ridicule. Converti avant l'heure, entourbané, en pantalon bouffon, pipe orientale sur soi, Bellini quitte Paris plutôt que Venise. La francisation du nom, Jean Bellin, sans se soucier de l'histoire, apporte un air de familiarité que seuls les ateliers parisiens conféraient aux artistes. Le comique de situation aboutit à l'absurde d'un Bellini acéphale et à une histoire sans queue ni tête. Le peintre belge Philippe-Jacques Van Bree préfère quant à lui une histoire plus suave, sans pouvoir indiquer précisément laquelle. S'agit-il des peintures licencieuses dont nous parle Angiolello ou du portrait de la sultane mentionné par Ridolfi? Quoi qu'il en soit, l'anecdote en tant que récit non imprimé, non officiel, se prolonge dans le secret d'un espace clos, autrement inaccessible, que Bellini a le privilège de pénétrer. La peinture de Bellini participe, par son pouvoir hypnotique, à côté de l'éventail en plumes de pont, des encensoirs et de la rose, à l'envoûtement oriental plurisensoriel. Du côté haptique, voile, tapis, rideaux, teinture constituent autant d'hymens que le regard déchire. Disponible au regard mais interdite au toucher, la sultane est exhibée mais attentivement gardée par l'eunuque. Si proche et si inaccessible, seul le regard peut la toucher. Ainsi improvisé en atelier, le harem est l'espace de la concupiscence des yeux. Le réel et la mimésis, la nature et son imitation font l'objet tous les deux d'une double admiration. Les femmes turques, d'abord, écartant indiscrète la feinte de rideau, assistent émerveillées à l'image qui advient, tandis que Bellini, ravi par la beauté de son modèle, semble abdiquer à la tâche sous le regard appuyé de l'eunuque. Trop de pression. Atteint de nanisme, son appui-main dressé, les joues empourprées, Bellini subit une nouvelle défaite. Le lecteur averti de ce genre d'image ne peut s'empêcher de la comparer avec la stupeur qui frappa Appel devant la beauté de Campaspe, la concubine d'Alexandre le Grand, lui-même un modèle à suivre pour Mehmet II. Le portrait de la concubine et la décapitation de l'esclave sont les deux parenthèses biographiques entre lesquelles le XIXe siècle a choisi d'enfermer Bellini. Une dichotomie précise, peut-être la seule, exprime à merveille les contradictions du fantasme occidental. Eros et Thanatos, le harem et l'exécution capitale comme topoi d'origine et de repoussoir. Le premier promet les chairs disponibles, le deuxième les perd. Ces deux pôles hermétiques n'aiguichent l'œil que pour mieux l'apostropher. L'eunuque, en tant que représentant du sultan, incarne précisément cette tension. Certaines planches ramenées par Bellini d'Istanbul comportaient des indications manuscrites sur les couleurs à employer en vue des compositions futures. Van Bree se les approprie visuellement par droit de citation et utilise ses croquis, ses modelli, pour faire son tableau. Il entreprend une double exégèse de la création bellinienne et du récit ridolfien. D'autres artistes vont s'acquitter différemment du devoir narratif que sied à tout bon peintre d'histoire. L'illustration de Giuseppe Gatteri, faite pour l'historien vénitien Francesco Zanotto, insiste sur le dénouement de l'histoire. Bellini quittera la capitale de l'Empire ottoman, sain et sauf, la tête sur ses épaules, le cou décoré d'une chaîne d'or travaillée à la turque du poids de 250 écus d'or, chaîne coton Vasari que Ridolfi nous assure avoir vu chez les héritiers du peintre.
La gravure de Gatteri doit être remise dans le contexte historiographique de l'Ottocento, époque à laquelle la décapitation de l'esclave est de plus en plus remise en doute. Le pouvoir de l'habitude semble œuvrer dans le burin de Gatteri. S'il préfère passer sous silence la leçon de Mehmed, le graveur ne peut s'abstenir de montrer le tableau de la polémique. La mise en scène se prête à toutes les interprétations possibles. Faut-il voir dans la génuflexion un signe de révérence ou la reddition de celui qui a subi une défaite symbolique? La tête penchée du peintre touche le rebord d'un tableau, certes émanation de son esprit, mais également pièce refusée par le sultan. De lors, la catena d'oro, la chaîne d'or, semble être quelque chose d'autre qu'un généreux peşkeş, comme on dit en turc. Elle est peut-être un conditionnement. Comme nous l'avons vu et entendu précédemment, dans le portrait du prodigieux sultan, Bellini avait élaboré tout un système de mise à distance du spectateur censé protéger le représenté. Cette même distance semble ici abolie. Faut-il interpréter cette chaîne comme un porte-bonheur protégeant le peintre du mauvais œil et autres jalousies artistiques, politiques, ou alors comme un lien dans le sens magique du terme par lequel Mehmed tient Bellini? Cette chaîne liaison serait alors une façon d'assujettir un peintre dont on a été le sujet. À la fois physique et obscure, la chaîne d'or relierait à jamais le destin visuel des deux hommes. Passé à la postérité, Bellini ne pourra jamais prendre congé d'un sultan dont l'image lui collera, pour ainsi dire, à la peau. Nous ignorons à quoi précisément ressemblait cette catena lavorata alla turchesca. Aucun biographe ne parle d'une médaille ornant cette chaîne d'or. Le portrait présumé de Gentile dans la prédication de San Marc accumule les signes de distinction de façon à souligner l'ascension sociale d'un peintre devenu chevalier. La robe rouge et la chaîne d'or au médaillon inscrivent implicitement Bellini dans la classe privilégiée des ambassadeurs, alors qu'il n'en était pas un. Le relief de cette pièce fait probablement référence à la seule médaille tournée par le peintre à son retour d'Istanbul, plus précisément à son revers, représentant les trois couronnes célébrant les dominations ottomanes, Trébizonde, Iconium et Byzance. Nous imaginons mal comment Mehmed aurait pu offrir au peintre une chaîne turque pourvue d'un médaillon vénitien fait par le peintre lui-même. Aux yeux de la postérité, le proclamé et autoproclamé ambassadeur de charme devait absolument porter une chose turque, attestant clairement son expérience. Il fallait lui accrocher au cou la médaille sur son avers et non revers, celui représentant l'effigie du sultan. Un siècle et demi plus tard, le portrait du peintre, reproduit par Ridolfi, renforce l'opinion commune selon laquelle Bellini doit toujours porter comme une récompense, comme une amulette, mais surtout comme un sceau, l'avers de la médaille représentant, si ce n'est explicitement le sultan, du moins l'idée du sultan. Cela va de soi, en tant que modus operandi des historiens des temps modernes, nourrit abondamment les biographies, ou plutôt les mythographies des artistes. Dans cette optique, les eulogies de la deuxième moitié du XVIIIe siècle compilent les références et accumulent les pièces et les détails justificatifs. Le fameux portrait du sultan devient ici une carte de visite. Bellini tient le sultan qui le tient. Sa seule expérience artistique est stamboulite. Le dialogue entre l'avers et le revers s'impose comme une relation de cause à l'effet. Ce n'est plus Bellini qui a fait le sultan, mais l'inverse. La seule concession que l'historien lui accorde, c'est oublier ce titre incommode de cavaliere eques pour redevenir
tout simplement pittore. Si on veut mieux comprendre de quelle façon le grand Turc tenait l'Europe en haleine, il nous suffit de considérer un instant la place que le portrait de Mehmed II occupe dans l'Elogia virorum bellica virtute illustrium de Paolo Giovio. Il s'agit d'un recueil qui regroupe les effigies des plus illustres gouverneurs et guerriers depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. L'Elogia se voulait le catalogue de la collection de plus de 300 portraits des virs illustribus que Giovio avait soigneusement amassés dans sa villa au bord du lac de Comme. La première édition de ce catalogue, publiée à Florence en 1551 du vivant de l'auteur, est malheureusement sans image et donc comme amputée de la moitié de son sens. Giovio ne verra pas l'édition définitive enrichie des gravures de Tobias Stimmer et publiée chez Petrus Perna à Bâle en 1575. Je n'aborderai pas ici les aspects liés au caractère hétéroclite de cette collection, au culte humaniste des grands hommes ou à la façon dont Giovio a collectionné ces têtes. Je me limiterai à souligner le fait que, de la collection peintre à l'entreprise éditoriale, les grands de ce monde perdent de leur concrétude charnelle pour gagner en superbe politique. Il s'agit un peu précisément de cette question du double corps de l'homme de pouvoir. De l'éloge peint à l'éloge gravé se forge tout un discours politique dont l'efficacité repose, entre autres, sur la reproduction imprimée. On ne peut que regretter la perte irrémédiable du portrait peint de Mehmed suite à la dispersion de la collection de Giovio. La gravure de Stimmer semble reprendre non pas le portrait fétichisé du sultan fait par Gentile, mais bel et bien une adaptation turque de ce portrait réalisé selon toutes les probabilités par Sinan Beg ou alors par son élève Sibilzade Ahmed. Fidèle à l'enchanteur occidental que fut Bellini, l'artiste turc s'est permis néanmoins une légère emphase quant au traitement vestimentaire, plus quelques libertés liées à la foi du sultan. Comme vous l'avez très justement souligné dans votre livre, c'est l'image de l'autre, le spectateur éclairé reconnaissait là un attribut du musulman croyant qui, à travers le parfum de la rose, ne fait que inhaler la substance sublimée d'une goutte de sueur du prophète. J'y reviendrai. Le choix de Stimmer pour l'anonyme turc au détriment de Bellini s'explique par la provenance de cette mystérieuse, je cite, cassette œuvrée d'ébène et d'ivoire en laquelle étaient 11 vrais portraits des seigneurs ottomans, dépeints selon l'entendement des ouvriers barbares. Cette cassette, elle fit l'objet d'une transaction dans le port de Marseille en 1543 entre le turc Barbarousse et un noble italien pour ensuite arriver chez le pape, puis chez Giovio. L'Elogia de Mehmed II arrive donc à sa maturation suite à un vertigineux périple de l'image, Venise, Istanbul, Marseille, Bâle. À mesure que les portraits s'ouvrent sur une identité physique, ils se renferment aussitôt au mieux une altérité, au pire une aliénation politique. Ces tensions à l'œuvre ressortent clairement de l'usage généreux mais troublant des grotesques qui encadrent les représentés. Stimmer a choisi non pas 6 carcans graphiques non pas un, mais 6 carcans graphiques dans lesquels enfermer les portraiturés. Certains cadres, laissés vides, sans doute par manque d'un portrait ressemblant, témoignent de la commodité du graveur qui cherche un maximum d'impact avec un minimum de moyens. La recette est toujours la même. À gauche et à droite, 2 figures antagonistes flanquent le cadre. En bas, des esclaves ou des poutis se tournent le dos. Lance contre arc, tissu contre armure, chair et végétal,
objets et textures bric-à-brac savamment tressés se répondent et se contredisent. Les adversités belliqueuses sont relayées par des animaux tout aussi contradictoires, chouette versus colombe, lion versus ours. Dans l'un des 6 ornements, du côté de l'oriental, côté gauche, un cerbère affronte une créature tout aussi terrifiante. Stimmer s'est amusé à empaler une minuscule tête de turc dans l'une des cornes du monstre, ici. Le décor renversant et réversible fonctionne selon les lois de l'attraction et de la répulsion des contraires. Ce sont des situations graphiques amusantes et absurdes qui demandent de la part de l'artiste beaucoup d'imagination et de dextérité. Le lecteur d'un tel ouvrage sera de plus en plus convaincu que le registre des grotesques forge ici un métalangage politique. Cela ressort explicitement de la page représentant Mehmet II. Le portrait textuel démarre abruptement, je cite Giovio. Mehmet eut la face jaunâtre, les yeux du griffon avec ce cruel et véritablement tartaresque regard et le nez si aquilin qui semblait que la pointe touchait les lèvres. Comme pour tester sa rapacité, le graveur donne en pâture aux yeux des figures nerveuses et timorées. Ironie de l'histoire, le regard du sultan déborde et agit, humoral, à une courte distance, sur une figure de fantaisie qui tient précisément une tête coupée. À droite, une autre figure lui répond en tenant un lapin. Le cadre, ou mieux la quadrature, entre nécessairement en écho avec le portrait et le texte. Du plaisir esthétique au frisson politique, ces grotesques constituent les parergas d'un discours sous le pouvoir qui ne peut se dispenser parfois du comique et de la subversion. Et les grotesques, en tant que discours anamorphosant sur la potestas, doivent sans doute beaucoup à une culture du rire, du jouer sérieusement, le serio ludere à la Renaissance. La légende de l'esclave décapité, contée par Ridolfi, s'appuie sans doute sur des réalités, sur des ouï-dire, sur des préjugés concernant le despote oriental. Elle ne s'appuie pas moins sur une dérision du pouvoir. C'est à cette culture du rire que Mehmet réplique en faisant une blague, une scherzo à Bellini. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. È molto più sicuro essere temuto che amato, disait Machiavelli dans Le Prince. Dans la galerie de Giovio, Mehmet hume dans une rose la sueur de son prophète. Devant Bellini, il humait le sang de notre prophète. Dans les groteschi, il hume surtout la sueur froide des Occidentaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle intervention qui nous a éclairci en effet sur le 3e ou sur le 4e point des aventures de la peinture occidentale en Orient, notamment sur la post-histoire du séjour de Bellini. On est en pleine légende, mais ça fait voir aussi la puissance et l'importance parfois négligée des enjeux artistiques. Donc l'histoire d'un portrait qui pratiquement polarise autour de lui tout un enjeu, un tissu, je dirais, d'histoire, de légende, tout à fait remarquable. Vous l'avez très bien fait. On a le temps pour des questions ou pour une discussion. Alors j'invite le public aussi de poser les questions à Dominique, Alain, Boariou.